Bonjour à tous, je me présente, je suis Franck Touré, enseignant de procédure civile au sein de l'ISP depuis plusieurs années en procédure civile. Nous allons dans le cadre de cette vidéo appréhender l'annale 2019 de procédure civile telle qu'elle a été proposée dans le cadre de l'examen du CRFPA. De manière extrêmement sommaire, on peut dire que cette épreuve de procédure civile est extrêmement classique et elle commence à être dans les canons de ce qu'on a pu avoir les années précédentes. En effet, on retrouve les mêmes difficultés, à savoir des faits extrêmement longs, on retrouve également des protagonistes assez similaires, dans le sens où les faits se déroulent à Douai par exemple. On a encore, cette année, des faits qui sont relativement similaires dans l'esprit de ce qui a pu être proposé les années précédentes. Pour rappel, l'épreuve de procédure, et pas que de procédure civile, a ceci de particulier qu'elle ne dure que 2 heures, à l'inverse des cas pratiques que vous avez pu traiter à l'université qui doivent être réalisés, dans la majorité des cas, pendant une durée de 3 heures. En l'occurrence, pour l'examen du CRFPA, c'est un cas pratique de 2 heures. Ce qui entraîne certaines particularités. Il faut donc maîtriser parfaitement la procédure civile, ça semble une évidence, mais il faut surtout parfaitement maîtriser la méthode de résolution d'un cas pratique. Il faut par exemple préparer des majeurs, avoir des majeurs un peu prêts à l'emploi. Il faut également savoir lire le cas pratique. Lire le cas pratique, c'est-à-dire savoir à quelle hauteur de la procédure on en est, mais également savoir dégager, ça se confirme cette année, savoir dégager nettement les éléments qui relèvent du droit substantiel, qui n'apportent rien à la résolution, des éléments processuels sur lesquels vous allez être interrogé. Nous allons donc reprendre tout d'abord, avant de rentrer un petit peu dans le détail de cette correction, nous allons tout d'abord envisager les spécificités, les particularités de l'examen 2019. Puis nous envisagerons des éléments de correction des différents aspects du cas pratique tel qu'il a été proposé en 2019. Le cas pratique tel qu'il a été proposé dans le cadre de l'examen de CRFPA en procédure civile se situe dans le sillage des cas pratiques qui ont été proposés les années précédentes. On retrouve les mêmes spécificités, aussi bien tant d'un point de vue formel que d'un point de vue du fond. Tout d'abord, d'un point de vue formel, le cas pratique est extrêmement long. Et il est encore plus long puisque l'épreuve ne dure que 2 heures. Cas pratique très long, aussi bien par rapport aux autres épreuves de procédure, je pense par exemple au cas pratique de procédure pénale, qui était dans son exposé des faits nettement plus court. Pour le cas pratique de procédure civile, et c'était le cas les années précédentes également, les faits sont extrêmement longs. Ici, le cas pratique faisait quand même 2 pages pleines, un recto et un verso. Néanmoins, cette longueur est un petit peu artificielle en réalité. Pourquoi? Et c'est comme les années précédentes, le cas pratique présente de nombreux éléments qui relèvent en réalité du droit substantiel. C'est un mélange entre le droit substantiel et le droit processuel. Concrètement, cette année, le cas pratique aurait très bien pu être proposé, non pas sous l'angle de la procédure civile, du moins certaines questions, mais sous l'angle du droit civil et sous l'angle notamment des contrats spéciaux. En effet, les 2 premières questions pouvaient tout à fait être appréhendées sous l'angle du droit substantiel, sous l'angle des contrats spéciaux. Donc les faits sont extrêmement longs, mais en réalité, lorsqu'on a l'habitude de lire ce type de cas pratique, une fois que l'on a dégagé tous les éléments qui relèvent du droit substantiel, en réalité, le cas pratique sous l'angle de la procédure civile est classique, voire même est extrêmement court. On prend par exemple la première question, la première partie plutôt. Le premier paragraphe donne des éléments par rapport au domicile, notamment on pense à la compétence, par rapport au montant. Deuxième paragraphe, ce sont des éléments qui relèvent clairement du droit substantiel. Troisième paragraphe, ce n'est que la fin, plus précisément les 2 dernières phrases, qui apportent des éléments sous l'angle de la procédure civile. Et enfin, on a les 2 derniers paragraphes qui, eux, sont spécifiques à la procédure civile. Concrètement, rien que pour cette première question, on pouvait éliminer tout le début des faits pour ne conserver finalement quasiment que les 2 derniers paragraphes et les 2 phrases du paragraphe précédent. Donc les faits sont certes très longs, néanmoins, lorsque l'on
dégage tous les éléments du droit substantiel, on retire le droit substantiel, le cas pratique de procédure civile devient un cas pratique extrêmement classique. Ensuite, le cas pratique est, toujours sur le plan de la forme, est particulièrement structuré. En effet, cette année, nous avions 3 parties avec un barème donné à titre indicatif. Barème indicatif, première question sur 7 points, deuxième question qui portait également sur 7 points, et donc dernière question qui portait sur 6 points. Donc ici, rien qu'au niveau de la structure, ça allait très vite, on avait 3 parties distinctes, avec certes des protagonistes similaires, notamment ici Madame Jobard. On avait un protagoniste ici qui était similaire entre les 3 parties. Néanmoins, c'était 3 cas pratiques en réalité totalement distincts qui envisageaient 3 aspects totalement différents en matière de procédure civile. Donc au niveau de la forme, 3 parties avec un barème, donc on savait à peu près la répartition du temps, hein, c'est simple, hein. On avait ici un tiers, un tiers, un tiers, pour exagérer, hein, on avait quasiment la même répartition, 7, 7 et 6 points. On peut considérer que le cas pratique donc, pouvait être divisé en 3 au niveau de la gestion du temps. Ensuite, à adapter en fonction de ses connaissances et en fonction de ce que l'on maîtrise dans le cadre du programme. D'un point de vue maintenant du fond, le cas pratique est extrêmement classique. En effet, il envisage des aspects de procédure civile sans difficulté particulière. On avait tout d'abord une première question qui était relative à l'instance et une question qui était liée au décès d'une des parties en cours d'instance, une deuxième question qui était extrêmement classique mais un petit peu plus détaillée qui était relative à la question de la compétence et enfin une dernière question qui était encore attendue cette année qui était relative à la question de la procédure d'appel. Ces différentes questions, nous les avions traitées de manière approfondie dans le cadre de vidéos spécifiques, aussi bien en ce qui concerne tout d'abord l'instance, ensuite en ce qui concerne la compétence, hein, qui devient quand même une récurrente dans le cadre de la procédure civile, et enfin sur la question de l'appel à la suite du décret du 6 mai 2017. C'était une question encore attendue au regard du cas pratique qui avait été proposé l'année dernière. Certes, c'était envisagé, néanmoins, on pouvait s'attendre encore à avoir une question sur l'appel, car c'est un aspect très important en matière de procédure civile. Nous allons donc maintenant envisager les différents points de ce cas pratique en reprenant les 3 parties du cas pratique, grand 1, grand 2 et grand 3. Tout d'abord, premier point qu'il convenait d'envisager dans le cadre de ce cas pratique, ce sont les conséquences du décès en cours d'instance d'une des parties. Ici, lorsque l'on s'attache aux faits, on nous précise que monsieur et madame Jobard estiment qu'ils n'auraient dû acquitter qu'un prix de 207 000, ils constituent maître François et demandent dans l'assignation régulièrement signifiée le 4 janvier 2019 la condamnation de leur vendresse à leur payer un différentiel de 42 300. Ça, c'est l'élément de contexte de la procédure. On sait qu'il y a eu une assignation, donc on est en cours d'instance ici. L'assignation, ensuite, on nous précise, signifiée régulièrement par l'huissier de justice, est enrôlée le 5 février 2019 et un juge de la mise en état est désigné. Néanmoins, ici, on nous mentionne que Madame Georgette Aimé, c'est-à-dire le vendeur, Georgette Aimé, décède d'un accident de la circulation le 1er juillet 2019. Concrètement, on a une assignation. Ensuite, on a eu la désignation d'un juge de la mise en état. Donc, on peut supposer ici que l'on est dans le cadre de la mise en état. Et donc, il faut envisager les conséquences du décès d'une des parties dans le cadre de la mise en état. Les époux Jobard, les acquéreurs, ont appris ici le décès en lisant le quotidien local de Douai, puisque le fils unique de Madame Aimé, M. Marcel, y a fait publier un faire-part de décès le 3 juillet 2019. Concrètement, ici, traduction procédurale, il n'y a pas eu d'acte de procédure informant qu'il y a eu ici le décès de l'une des parties. L'autre partie a appris le décès de la partie par la voie de la presse et non pas dans le cadre d'un acte de procédure.
Le 6 septembre, l'affaire étant toujours en mise en état, les époux Jobard vous demandent une consultation sur les implications procédurales complètes de ce décès et sur les moyens dont ils disposent pour garantir la poursuite de la procédure. En réalité, ici, deux questions nous sont posées. Première question, tout d'abord, c'est d'envisager les implications procédurales du décès d'une des parties. Et deuxième question qui est posée, c'est de connaître les moyens pour garantir la poursuite de l'instance. Point très important en matière de procédure, il faut toujours savoir à quel stade l'on est de la procédure. En l'occurrence, l'on en est au stade de la mise en état. Ici, pour reprendre un petit peu le raisonnement du début, on peut quasiment partir de l'article 1er du Code de procédure civile, selon lequel les parties sont libres d'arrêter l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Article 1er du Code de procédure civile. Si l'instance s'éteint, et c'est son effet naturel finalement par la décision du juge, par le jugement, il y a aussi d'autres causes d'extinction. Certaines tiennent par exemple de la force des choses, ici, c'est le cas en l'espèce, c'est le décès de l'une des parties. D'autres aussi peuvent être la traduction d'une sanction procédurale, je pense notamment à la péremption. Et enfin, l'instance peut s'éteindre par la volonté des parties, notamment dans le cadre d'une transaction. Mais revenons au cas pratique. Ici, l'interruption de l'instance réside dans une modification de la situation d'une des parties. En l'occurrence, il s'agit du décès du vendeur. Et ici, pour la résolution de ce cas pratique, il convenait donc de se référer aux articles 370 et suivants du Code de procédure civile. En effet, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible. Et pour que l'action soit interrompue, selon l'article 371 du Code de procédure civile, il faut que l'événement ou sa notification survienne avant l'ouverture des débats. En l'occurrence, et on a bien insisté dessus dans le cadre de la lecture du cas pratique, les parties n'ont pas été notifiées du décès du vendeur, mais l'ont appris par la voie de la presse. Et sur ce point d'ailleurs, sur les effets que cela entraîne, le fait qu'il n'y ait pas eu d'acte de procédure, je vous invite à aller consulter la jurisprudence sur ce point qui vous apportait toutes les réponses pour résoudre cette première question. Deuxième question, c'était la suite finalement sur la poursuite de l'instance. Point de départ du raisonnement, article 373 du Code de procédure civile, qui affirme que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. Néanmoins, c'est un peu la réponse à la question précédente, ici, il convient de préciser que l'instance, ici, n'a pas été interrompue puisqu'il n'y a pas eu la notification du décès. Alors je vous donne la résolution de manière extrêmement large, il ne s'agissait absolument pas dans le cadre de cette vidéo de rentrer dans le détail du corrigé, mais de vous donner des pistes de réflexion, des éléments à aller approfondir. Et en l'occurrence, ici, c'était simple. Il suffisait en réalité d'exploiter les articles 370 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que la jurisprudence qui figurait sous ces articles-là. Deuxième partie du cas pratique, portée une fois de plus, dans la continuité finalement de cette première partie, portée encore sur un contrat de vente, sauf qu'ici il ne s'agissait pas d'une vente immobilière, mais il s'agissait ici d'une vente mobilière et plus spécifiquement sur un véhicule Peugeot modèle 107. Ici, elle a demandé à Maître François de la représenter devant le tribunal d'instance de Paris dans les circonstances suivantes. Elle a acquis, pour synthétiser, un véhicule. Madame Jobard, elle était la propriétaire du véhicule et elle l'a vendu à Monsieur Duralex qui est venu en personne récupérer le véhicule à son domicile à Douai. On voit ici, déjà, on a une ville. On peut se douter qu'on va avoir la question relative à la compétence.
On a ensuite le montant de la vente et on a aussi une exécution contractuelle, une inexécution, puisque la voiture est tombée en panne. On a le montant du devis dans le cadre d'une éventuelle réparation, à savoir la somme de 8 500 € pour remettre le véhicule en état de marche. En l'occurrence, une action sur le terrain de la vente, plus spécifiquement sur le terrain des vices cachés, et une demande en restitution du prix est intentée en justice. Ici, on nous précise que M. Duralex la signe à toute fin devant le tribunal d'instance de Paris et lui fait régulièrement signifier l'assignation le 3 juin 2019 pour comparaître, assignation à toute fin, à l'audience de conciliation le 25 juin 2019. Ici, dans l'assignation, on a le fond, il demande la restitution du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés et l'annulation de la vente pour dol à titre subsidiaire. On arrive vraiment sur le terrain procédural et les questions qui nous sont posées. Maître François, qui représente Madame Jobard, il vous précise qu'il a notifié régulièrement, le 26 août à l'avocat de M. Duralex, des moyens de défense sur le fond des prétentions. Mais il voudrait, au jour de l'audience du 15 septembre, défendre d'abord sa cliente en soulevant l'incompétence territoriale du tribunal d'instance de Paris. Il vous consulte le 6 septembre, donc avant l'audience, pour savoir si cela peut se faire sur le plan procédural, à quelles conditions et avec quelles chances de succès. 3 questions ici nous sont posées. Tout d'abord, sur le terrain de la procédure. Deuxièmement, les conditions. Et enfin, les chances de succès. Alors, cette question qui tourne autour de la compétence, c'est une question qui est récurrente. Maintenant, depuis plusieurs années, l'on a cette question sur la compétence. Il faut donc parfaitement, on le sait maintenant, maîtriser parfaitement la compétence. Répondons tout d'abord sur la première question, sur le plan procédural. Tout d'abord, sur le plan procédural, il faut relever que le décret du 6 mai 2017 a modifié justement la procédure en matière d'incompétence, avec cette mesure symbolique qui est la suppression du contredit. En effet, le décret du 6 mai 2017 a modifié les articles 75 et suivants du Code de procédure civile. Désormais, cet ensemble, ce dispositif, prévu aux articles 75 et suivants, donne lieu à une section nouvelle qui s'intitule « Des exceptions d'incompétence », qui est composée de 2 sous-sections. D'une part, sur la question du jugement sur la compétence et d'autre part, la question du recours contre cette décision. Donc, premier aspect, il fallait relever le décret du 6 mai 2017, le jugement sur la compétence et la question de savoir, qui est essentielle ici, c'est puisqu'on est dans le cadre d'une procédure orale, à quel moment il convenait de soulever cette exception d'incompétence. Deuxième question, c'est sur les conditions de mise en œuvre, faire comme si ça s'appliquait. Deuxième question, c'est sur les conditions. Et là, je vous invite à aller lire les articles 74 et suivants. L'article 74 du Code de procédure civile précise que les exceptions d'incompétence doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. C'est donc au tout début de l'instance que l'incompétence de la juridiction saisie doit être dénoncée. Là, je vous invite à aller développer cette question-là. Est-ce qu'ici, on est au début de l'instance ou non, puisqu'il est mentionné en l'espèce qu'il y a déjà eu un échange de conclusions, en effet, qui conclut à l'absence de modification. Mais il voudrait, au jour de défendre sa cliente, donc on est au jour de l'audience, mais précédemment, va représenter à cette audience, il précise qu'il a notifié régulièrement à l'avocat de M. Duralex des moyens de défense sur le fond des prétentions. Mais il voudrait, au jour de l'audience, défendre en soulevant l'incompétence. Donc à voir ici si c'était techniquement possible dans le cadre d'une procédure orale. Enfin, dernier point, ce sont sur les chances de succès. Et ici, c'est une question qu'il faut préparer à l'avance, ce sont les réponses que l'on doit avoir. D'une part, il faut envisager la compétence matérielle, par principe, compétence du tribunal de grande instance, néanmoins en fonction de la valeur du litige. Pour tous les litiges inférieurs à 10 000 €, c'est le tribunal d'instance qui est compétent. Reste à déterminer ici la valeur du litige. Est-ce que l'on prend en compte le devis ou est-ce que l'on prend en compte le prix du véhicule ? En tout état de cause,
Nous sommes inférieurs à 10 000 euros. Donc ici, la compétence du tribunal d'instance est avérée. Ensuite, sur la compétence territoriale, je vous invite à aller lire les articles 42 et suivants du Code de procédure civile, avec cette règle de principe, article 42, il convient d'assigner au lieu du défendeur. C'est la règle de principe, actor sequitur forum rei. Ici, lieu du défendeur. Néanmoins, l'article 46 du Code de procédure civile prévoit une option de compétence en matière contractuelle. En effet, en matière contractuelle, l'article 46 alinéa 2 spécifiquement, prévoit que le demandeur a la faculté de porter le litige soit devant la juridiction du lieu de livraison de la chose ou alors devant le lieu de l'exécution de la prestation de service. Ici, on est dans le cadre d'une livraison d'une chose, un véhicule, et le véhicule a été livré à Douai. Or, ici, c'est le tribunal d'instance de Paris qui a été saisi. Ici, tribunal d'instance de Paris qui a été saisi. Si on applique également le lieu du défendeur, je vous invite à aller voir maintenant la jurisprudence qui est relative à la conciliation entre l'article 42, le lieu du défendeur, et l'article 46. Néanmoins, ici, si on s'attache au lieu du défendeur, à savoir Madame Jobard, il est mentionné que Madame Jobard a son domicile à Douai. Donc le lieu de livraison et le lieu ici du défendeur sont le même. Ici, il s'agit bien du tribunal d'instance, donc de Douai, qui serait compétent. Dernière partie qui est proposée au candidat, c'est la troisième partie, il s'agit d'envisager la question de la procédure d'appel. Alors, comme l'an dernier, il y a encore cette année eu une question sur la procédure d'appel telle qu'elle a été modifiée à la suite du décret du 6 mai 2017. Il s'agissait, et si on reprend la formulation du cas pratique, on vous met que M. Sedlex ne comprend pas le déroulement de cette procédure d'appel. Pouvez-vous lui adresser une consultation pour lui indiquer l'issue que vous envisagez à cette instance d'appel? Vous le constatez, il s'agit ici d'une véritable consultation et il n'y a pas de questions extrêmement précises. Il faut envisager la procédure d'appel telle qu'elle est issue du décret du 6 mai 2017 dans son ensemble. En réalité, ce type de question permet de départager les candidats. En effet, ceux qui vont réussir à développer, à approfondir ces questions-là vont gagner plus de points que ceux qui vont rester relativement superficiels. On avait trois aspects à envisager, tout d'abord le 8 juillet, le 9 juillet et le 19 juillet. Première question que l'on nous pose en réalité, c'est sur la question de la déclaration d'appel en tant que telle. Alors tout d'abord, sur la déclaration d'appel, pour rappel, on nous mentionne ici que les mentions de l'article 901 du Code de procédure civile sont remplies. Tout d'abord, dans le cadre d'une déclaration d'appel, l'appelant, qui a constitué avocat, forme son appel par une déclaration unilatérale que l'on dénomme la déclaration d'appel. Article 900 du Code de procédure civile. Il va ainsi procéder en faisant adresser par son avocat la dite déclaration signée de l'avocat et accompagnée d'une copie de la décision attaquée au greffe de la Cour d'appel et désormais, depuis le 1er septembre 2011, obligatoirement désormais par la voie du RPVA. Et ensuite, il suffisait d'envisager les mentions de l'article 901 du Code de procédure civile qui, pour rappel, précise que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par article 58, et à peine de nullité, il doit y avoir la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, les chefs de jugement expressément critiqués, nouveauté du décret du 6 mai 2017, et elle est signée par l'avocat constitué. Donc ici, il suffisait simplement de relever les différents points de l'article 901 du Code de procédure civile en expliquant le décret du 6 mai 2017, c'est-à-dire la procédure d'appel avec représentation obligatoire. Deuxièmement, le 9 juillet 2019, il saisit
par requête le premier président de la Cour d'appel de Paris en vue d'obtenir une autorisation d'assigner à jour fixe. Donc, deuxième question, c'est sur l'assignation à jour fixe. Ici, en réalité, la question, il s'agissait d'exposer le régime de l'assignation à jour fixe tel qu'il est prévu par l'article 917 du Code de procédure civile. Cet article 917 du Code de procédure civile poursuit un double objectif. Tout d'abord, réduire le temps d'accès au juge, d'une part, et d'autre part, permettre au juge de statuer plus rapidement. Le premier président saisi peut ainsi autoriser l'une des parties à assigner son adversaire à jour fixe et l'affaire sera alors appelée par priorité à la chambre désignée par le magistrat. Et au terme de l'article 917 du Code de procédure civile, si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Article 917, alinéa 1er. Je vous invite à aller vérifier maintenant les conditions en l'espèce. Enfin, dernier point, c'est la notification des conclusions. En effet, le 9 juillet 2019, Maître Led notifie ses conclusions à Maître François, l'avocat de Madame Jobard, en motivant précisément son appel, puisqu'il n'avait pas eu le temps de le faire dans sa déclaration d'appel. Et il les remet en même temps au greffe de la Cour d'appel par voie électronique. Monsieur Sedlex ne comprend pas le déroulement. Question générale. Donc, troisième temps, c'est sur la notification. Tout d'abord, premier point, c'est la notification en tant que telle à Maître François. En effet, ici, on peut déjà s'interroger sur la question de savoir est-ce que Maître François, l'avocat de Madame Jobard, a bien été constitué. Est-ce que l'acte de constitution a bien été réalisé? Et est-ce que finalement, la notification des conclusions à Maître François est parfaitement valable ou non? Tout dépendra en réalité s'il était l'avocat ou non de Madame Jobard. Et il suffisait d'envisager ici l'article 920 du Code de procédure civile qui précise, dans le cas d'une assignation à jour fixe, qui précise que l'appelant doit assigner l'intimé pour le jour fixé. En effet, ici, une copie de la requête, de l'ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d'appel visée ou non par le greffier, selon l'option qui a été retenue par l'appelant pour le dépôt, doivent être joints ici à l'assignation. Alors même si elle ne peut pas suppléer l'absence de déclaration d'appel, c'est l'assignation qui est l'acte fondamental pour la régularité de la procédure à jour fixe. En effet, l'article 922 dispose que la Cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Par conséquent, si le recours est bien formé par la remise de la déclaration d'appel au greffe, comme le prescrit l'article 901, premier aspect, donc, comme le précise l'article 901 du Code de procédure, c'est la remise de l'assignation qui va saisir la Cour et lui permettre de statuer valablement. Toujours au terme de l'article 922 du Code de procédure civile, cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera considérée comme étant caduque. Et l'article 921 oblige l'intimé à constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. Voilà, vous avez quelques éléments de réponse pour ces dernières questions, avec une distinction entre la saisine de la juridiction, la saisine de la partie, et la question, je vous invite à aller consulter la jurisprudence, de savoir ici si spécifiquement il était possible de motiver son appel, car il n'avait pas eu le temps de le faire dans le cadre de la déclaration d'appel. Je vous invite à aller consulter sur ce point la jurisprudence. En conclusion, que peut-on dire de ce cas pratique proposé au CRFPA 2019 pour la procédure civile? Il s'agit d'une épreuve qui a priori peut déstabiliser ce cas pratique puisque les faits sont longs. Néanmoins, si on enlève le droit substantiel, ils deviennent extrêmement succincts et ce sont des questions qui sont extrêmement précises.
Plusieurs éléments permettent de réussir l'épreuve de procédure civile. Premièrement, une très bonne lecture qualifiante du cas pratique. Deuxièmement, et ça paraît un peu une évidence, une bonne maîtrise de son cours. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi parfaitement maîtriser le code de procédure civile. En effet, cette année, vous aviez tous les éléments de réponse dans le code de procédure civile, aussi bien d'un point de vue législatif que d'un point de vue de son application, de l'application des textes. Par la jurisprudence, vous aviez tous les éléments dans le cadre de vos codes de procédure civile pour répondre aux questions. Donc vous avez les 3 éléments pour résoudre vos cas pratiques. En réalité, une méthode, des connaissances et une bonne exploitation du code de procédure civile. Je vous souhaite à tous bon courage pour vos révisions.